Bonjour. 18 juin 1815. Tard dans la soirée. À la lueur d'un feu de bivouac, Napoléon regarde longuement le plateau de Mont-Saint-Jean, non loin du village belge de Waterloo, jonché de cadavres de jeunes soldats fauchés par l'artillerie anglaise. La garde meurt, mais ne se rend pas. Ces mots ont-ils été prononcés? On n'en débat toujours. En revanche, montée à l'assaut du plateau, la fidèle garde de l'empereur, indifférente à l'ennemi qui la mitraille à moins de 60 mètres, se fait bel et bien tailler en pièces plutôt que de se rendre. Et le général Cambronne, à cheval au cœur de la bataille, hurla bien son fameux mot avant de tomber, blessé à la tête par une balle. Au cœur du désastre, on retiendra l'héroïsme. L'héroïsme de tous ces hommes. Maigre consolation. Alors, l'empereur pleure. Il pleure comme un enfant. Il pleure en silence. Il pleure d'épuisement, de dégoût, de tristesse et de rage. Comment la grande armée, sa grande armée, celle qui fut la plus belle armée d'Europe et fit trembler toutes les nations, avait-elle pu être mise en déroute en quelques heures? L'un de ses aides de camp rapporte: sur son visage morne, aux pâleurs de cire, il n'y avait plus rien de la vie que des larmes. Parmi ces héros innombrables qui se feront remarquer par leur fantastique audace, le fils d'un perruquier de Metz, jeune engagé comme volontaire dans l'armée de la République en 1792, récompensé pour sa bravoure à Austerlitz et à Iéna par un titre de baron, est nommé général de brigade en 1811 à l'apogée de l'Empire. Il a tout juste 40 ans en 1815 et s'appelle Charles Lallemand. À Waterloo, il enfonce plusieurs bataillons anglais avec sa brigade de chasseurs de la cavalerie légère. Il a le feu sacré, dira de lui Napoléon. Charles Lallemand était un proche de Junot et son épouse Caroline était une amie intime de la femme de Junot, la duchesse d'Abrantès. Après des moments de désespoir, Napoléon se ressaisit et se précipite à Paris. Il compte demander aux chambres des pouvoirs exceptionnels afin de reprendre le combat. Après tout, comme le dira l'un de ses illustres successeurs, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Napoléon le sait bien. Entre lui et l'Europe, il n'y a désormais plus de compromis imaginable. Il ne peut plus régner, même en France, qu'en poursuivant la guerre, et de surcroît une guerre victorieuse. Mais les Français sont las, l'armée est en lambeaux, le pays au bord de la ruine. Rentré le 21 juin, il est contraint d'abdiquer le lendemain. « Ma vie politique est terminée », écrit-il dans son acte d'abdication, « et je proclame mon fils sous le nom de Napoléon II, empereur des Français. » Retranché à l'Élysée, il en est bientôt chassé par le gouvernement provisoire et se réfugie à Malmaison, accueilli par la reine Hortense qui ne peut retenir ses larmes. Alors, durant 5 jours, il hésite entre reprendre le combat ou partir aux États-Unis, comme le lui suggère l'Allemand.
son côté, Fouché, à la tête du gouvernement provisoire, l'incite à gagner Rochefort, où 2 frégates pourraient le conduire à Philadelphie. Seulement, Napoléon se méfie. Derrière cette proposition, il y a peut-être un piège. Ne risque-t-il pas d'être coulé par les Anglais ou arrêté par des agents de Louis XVIII comme un vulgaire voleur? C'est l'annonce de l'arrivée imminente des Prussiens qui finit par le décider de prendre la route le 29 juin en direction de Rochefort. De son côté, l'Allemand quitte Paris au début de juillet, une fois évanoui toutes les chances pour Napoléon de reprendre la main, et il le rejoint à Niort, où l'empereur déchu semble très heureux de le revoir. Rares sont alors ceux qui semblent déterminés à le suivre dans l'adversité, et qui se retrouvent à ses côtés à Rochefort, où il arrive le 6 juillet. Il y a là ceux qui formeront, un peu par hasard, le dernier cercle des fidèles, les inconditionnels, comme Lascaz, les généraux Bertrand, qui étaient à ses côtés lors du retour de l'île d'Elbe, Montholon, Gourgaud et Savary. La plupart d'entre eux l'encouragent à rassembler les débris de l'armée. De nouveau, il hésite. Autour de lui, on agite les projets. L'Allemand propose à Napoléon de se mettre à la tête du 2e hussard qui ne demande pas mieux et d'aller rejoindre en Vendée les troupes du général Lamarque. Ce nouveau retour de l'île d'Elbe ne lui déplairait pas, mais il considère que ce ne serait guère réaliste et qu'il en irait de sa réputation. Il pense déjà à sa légende et à la postérité. Ne serait-il pas plus digne de demander asile à l'Angleterre? Se livrer en tendant les mains aurait de la grandeur. Alors l'Allemand parle une nouvelle fois de l'Amérique. La première fois, il avait paru intéressé par cette possibilité, mais il semble avoir changé d'avis. Ce n'est pas en s'installant en Amérique pour cultiver des terres, vivre du produit de ses champs, finir par où l'homme a commencé, qu'il préparera le trône de son fils et sa propre transfiguration. Le 3 juillet, à 4 heures du matin, sa voiture s'ébranle. La foule crie « Restez avec nous! Restez ici! Vive l'empereur !» Ses fidèles le suivent et ne le lâchent pas d'une semelle. À 8 heures du matin, il arrive à Rochefort, où il est reçu à la préfecture maritime par le baron de Bonnefou. Et le 12 juillet, il débarque sur l'île d'Aix, tandis que Louis XVIII, de retour à Paris, s'apprête à lancer, dit-on, ses soldats à ses trousses. La situation semble désespérée. Ce même jour, son frère aîné, Joseph, que l'on continue à appeler le roi Joseph, parce qu'il fut roi d'Espagne de 1808 à 1814, l'année de son abdication, le roi Joseph arrive à son tour à Rochefort. Il a trouvé un brick dont il a acheté la cargaison et qui accepte de le conduire aux États-Unis. Comme il ressemble à l'empereur, à Saintes on l'a pris pour Napoléon, il propose à son frère de prendre sa place. Lui resterait à l'île d'Aix, jouant aux malades, tandis que son frère voguerait vers l'Amérique. Apprenant cette proposition, l'Allemand est enthousiaste. Il rêve de plus en plus à l'Amérique pour Napoléon, un pays à la mesure de l'empereur. Napoléon en Amérique! Cela n'a rien d'utopique. Le président des États-Unis serait ravi de l'accueillir et de déchaîner la fureur des Anglais.
Napoléon hésite. Mais le lendemain, Joseph reçoit cette réponse par l'intermédiaire de l'Allemand. Dites au roi Joseph que j'ai bien réfléchi sur sa proposition. Je ne puis l'accepter. Ce serait une fuite. Mon frère peut le faire. Il n'est pas dans ma position. Moi, je ne le suis pas. Dites-lui de partir sur le champ. Il arrivera à bon port. Joseph atteindra en effet New York, sain et sauf. Son brick ne sera nullement arraisonné, et il s'installera à Philadelphie, où il prendra le titre de comte de Survilliers. L'Allemand garde le silence. Mais il a le sentiment que Napoléon a laissé passer une chance unique, et cette décision le désole. Mais il ne désarme pas. Et contre l'avis des autres généraux, il va à nouveau s'efforcer de le convaincre d'émigrer aux États-Unis. Il a déjà listé les bateaux en partance pour l'Amérique. Mais Napoléon a fini par trancher, et cette fois-ci, sa décision est irrévocable. Il ne va pas poursuivre le combat. Il ne va pas fuir en Amérique. Il va demander asile à l'Angleterre. La lettre qu'il écrit au prince régent, le futur Georges IV, est restée célèbre. Rochefort, 13 juillet. Altesse royale. En but aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai consommé ma carrière politique, et je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ces lois, et je réclame de votre Altesse royale comme celle du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de mes ennemis. L'ironie du sort veut que ce soit l'Allemand, le plus farouche opposant à ce choix, qui va transmettre à Napoléon ce message. Pour peu qu'il veuille bien se mettre à la disposition de Maitland, capitaine du bâtiment qui monte la garde en rade de Rochefort, il sera bien accueilli par ses ennemis de toujours. Montholon, et surtout l'Allemand, plus méfiants que jamais, font tout pour retarder le départ vers l'Angleterre, mais pour Fouché, Napoléon doit s'embarquer sans délai. Le général Becker, chargé par le gouvernement provisoire de ne pas quitter Napoléon une seconde, et qui joue en quelque sorte le rôle de geôlier, met en avant la sécurité et l'informe qu'une compagnie de garde du corps de Louis XVIII est prête à venir l'arrêter. Finalement, Napoléon, faisant confiance à Maitland, s'embarque à bord du Bellérophon qui lève l'ancre le 16 juillet. Il est accompagné par l'Allemand, Montholon, Bertrand et quelques autres. Le matin du 24 juillet, la rade de Torbay se couvre d'embarcations qui se pressent autour du Bellérophon. Les curieux essayent d'apercevoir la célèbre silhouette. À leur intention, les marins de Maitland tracent à la craie sur une ardoise des inscriptions. Il déjeune. Il est dans sa cabine. Il l'écrit avec ses officiers. Lorsqu'il finit par monter sur le pont du navire et qu'il soulève son chapeau, ce ne sont point des cris d'hostilité qui montent sur lui, mais des hurrahs, ce qui ne peut que le tranquilliser. Mais le proscrit n'apprécie pas la présence de 2 frégates qui flanquent le Bellérophon. Enfin, le 30 juillet, en rade de Plymouth, on annonce au général Bonaparte, comme continue à l'appeler l'amiral Maitland, l'arrivée imminente de 2 représentants du gouvernement anglais. Napoléon s'inquiète. L'attente est interminable. Tandis qu'une foule d'embarcations continue d'entourer le Bellérophon et que des femmes lancent des bouquets dans la direction de l'empereur, dont on aperçoit l'ombre derrière les fenêtres de la poupe,
celui-ci passe sa journée à tourner en rond ou à sommeiller sur un sofa. Ce n'est que le lendemain, au lever du jour, qu'un canot, sur lequel se trouve Sir Henry Bunbury, secrétaire d'État à la guerre, et l'amiral Lord Cates, commandant en chef de la flotte de la Manche, tous deux en rang uniforme, s'immobilisent aux côtés du Bellérophon. Ils sont aussitôt conduits par Maitland auprès de Napoléon et de Bertrand. Lord Cates ne cache pas qu'il est porteur de nouvelles peu agréables. Napoléon comprend aussitôt qu'il est trahi. Les appréhensions de l'Allemand étaient justifiées. Il ne s'installera pas en Angleterre, car, lui dit-on, le général Bonaparte en Angleterre conserverait le moyen ou l'occasion de troubler la paix en Europe. C'est pourquoi il devient absolument nécessaire qu'il soit restreint dans sa liberté personnelle. L'île de Sainte-Hélène a été choisie pour sa future résidence. Et c'est un autre navire, le Northumberland, qui le conduira dans cette petite île au large de l'Afrique, dont il avait écrit le nom il y a 25 ans à Oxon, sur son cahier de cours de lieutenant d'artillerie, au haut d'une page demeurée blanche. Une île qu'il n'atteindra que dans 3 mois. Napoléon est effondré et s'estime trahi. Devant Lord Cates et Henry Bunbury, impassibles, il éclate littéralement. « À Sainte-Hélène, l'idée seule me fait horreur. C'est pis que la cage de fer de Tamerlan. Je préférerais qu'on me livrât aux Bourbons. » Puis, brusquement, la tempête s'apaise. Le flux de paroles s'arrête. Napoléon semble se résigner. Les Anglais consentent à lui laisser Lascaz en qualité de secrétaire, Bertrand, Montholon et Gourgeot pour compagnons d'exil. Mais ils refusent l'Allemand, jugé trop dangereux, et Savary, l'ancien ministre de la police. L'un et l'autre figurent sur une liste de proscription établie par Louis XVIII. Savary en raison de son rôle dans l'enlèvement du duc d'Enghien, l'Allemand parce qu'il s'était rallié avec sa division à l'échappée de l'île d'Elbe. Les deux hommes sont atterrés par la nouvelle. Ils craignent, non sans raison, qu'on les livre aux Bourbons. L'Allemand, bravache, se résigne pourtant. « Allons, Savary, que veux-tu y faire? Nous avons échappé depuis 20 ans à cette mort si inévitable qu'il faut qu'elle finisse par nous attraper. » Quelques domestiques sont également acceptés, à la tête desquels se trouve le fidèle Marchand, premier valet de chambre. Le lundi 7 août se déroule la pénible scène des adieux à bord du Bellérophon. Devant l'équipage rassemblé, tête nue, Napoléon accablé et le visage hagard, s'avance vers le petit groupe d'officiers français qui n'ont pas obtenu la permission de l'accompagner. À leur tête se trouvent Savary et l'Allemand. Tous laissent couler leurs larmes. « Vous observerez, milord, murmure Lascaz à Lord Cates, qu'ici ceux qui pleurent sont ceux qui restent. » Après avoir fait ses adieux à Napoléon, l'Allemand, qui sera officiellement condamné à mort dans quelques jours, est mené avec Savary à bord d'un navire à destination de Malte. Quant à Napoléon, il monte amer sur le Northumberland, précédé de Bertrand, qui tente de lutter contre l'adversité en lançant d'une voix forte « L'Empereur !» Mais désormais, plus aucun honneur ne sera rendu au déporté qui doit être traité comme un général en disponibilité, et l'on ne cessera plus de l'appeler
général, ce qui ne fera qu'attiser en lui une colère difficilement contenue. 17 jours après le départ, en plein océan, le Northumberland croisa un navire napolitain. L'empereur mit alors ses mains en porte-voix et cria en italien. « D'où venez-vous » ?« Des Madères, » répondit le capitaine. « Où allez-vous ?»« À Naples. »« Eh bien, faites savoir que le 22 août, vous avez rencontré en mer Napoléon proscrit et déporté à Sainte-Hélène. » Pendant ce temps-là, l'Allemand et Savary étaient emprisonnés au fort Manoel à Malte sous la garde de 250 hommes. Mais les deux prisonniers ne le resteront pas longtemps. Sous un déguisement, ils prennent le large et à partir de ce moment-là, la vie de l'Allemand va prendre un tour nettement picaresque. Les pérégrinations, les noms de villes se succèdent dans tout le Moyen-Orient, mais une idée continue à l'obséder, celle de s'embarquer pour l'Amérique et ses promesses immenses de réussite. En avril 1817, le voici qui se lance dans la grande traversée. Ah, il aurait tant voulu faire ce voyage avec l'empereur. Mais Napoléon en Amérique reste son objectif. D'abord, il sait que nombreux sont les réfugiés bonapartistes dans le Nouveau Monde, même s'ils ne sont pas majoritaires parmi les Français immigrés. Il y a toutefois quelques célébrités de l'Empire assemblées hétéroclites de destin brisés par la défaite. Le maréchal Grouchy, arrivé trop tard à Waterloo. Le général Clausel, futur gouverneur de l'Algérie française. Le général Lefebvre Desnouettes, compagnon de Napoléon à Marengo et à Austerlitz. Le général Vandamme, à qui ses malversations avaient fait frôler plusieurs fois la destitution, mais dont l'empereur disait « Trouvez-moi un autre Vandamme et je vous livre celui-là ». Mais la personne la plus notable était Joseph Bonaparte, dont le prestige et la richesse intacte faisaient de lui le centre de gravité de la petite société bonapartiste de tendance libérale, admirative des institutions et des mœurs américaines. Henri, le frère de Charles l'Allemand, s'y était installé en 1816 et il avait épousé par l'intermédiaire de Joseph Bonaparte la nièce orpheline d'un authentique self-made man à l'américaine, le Bordelais Stephen Girard, négociant, armateur, puis banquier, qui, à sa mort en 1831, sera l'homme le plus riche des États-Unis. Stephen Girard, voici assurément l'homme qui va servir les projets encore flous de Charles l'Allemand. Comme Charles est un tribun chaleureux, il va devenir très vite populaire parmi les réfugiés français. Il a un pouvoir de séduction incontestable. En mars 1817, le président des États-Unis, James Madison, avait signé un décret qui cédait aux émigrés français un territoire de près de 230 km² au sud du pays, dans l'ex-Louisiane française, qui avait été arrachée aux Indiens. À peine arrivé aux États-Unis, Charles l'Allemand s'intéressa à ce qui s'appellerait bientôt la colonie de la vigne et de l'olivier, à la tête de laquelle se trouvaient notamment Lefebvre Desnouettes, Clausel et Grouchy. Mais celle-ci avait pour objectif d'offrir des terres cultivables à ceux qui désiraient renoncer à l'épée pour la charrue. Ce n'était en aucune façon le dessein de l'Allemand, qui aurait voulu faire surtout de cette colonie une base militaire permettant d'envisager un jour un coup d'éclat dans la région, et il pensait déjà à une grande expédition pour libérer Napoléon.
Ne voulant pas se détourner de ses objectifs essentiels, il décida donc de monter sa propre expédition et de créer sa propre colonie dans une province immense et sous-peuplée appartenant au Mexique, mais où il était aisé de s'installer sans trop attirer l'attention, le Texas. Il commença alors à recruter en promettant des lendemains qui chantent. Et sûr d'obtenir le financement nécessaire de la part de Joseph Bonaparte et surtout du richissime Stéphane Girard. Associé à Nicolas Janet-Houdin, un cousin de Danton, surnommé le Manchot, un cochon lui ayant dévoré le bras gauche quand il était au berceau, il commença par récolter l'argent nécessaire pour l'achat d'armes, de munitions et de matériel, et en décembre 1817, un bateau au nom évocateur, la Huntress, c'est-à-dire la chasseresse, quitta le port de Philadelphie avec à son bord plus de 150 vétérans pour ce que l'on appellera bientôt le champ d'asile. Toutefois, Charles l'Allemand n'est pas sur le navire. C'est un certain Rigaud, Antoine Rigaud, qui commande l'expédition et deviendra l'un des protagonistes essentiels de l'histoire du champ d'asile. Peu de gens ne semblent le connaître. C'est pourtant un héros des guerres de la Révolution et de l'Empire. Il a collectionné les blessures graves, il est défiguré, à l'avant-bras droit paralysé, la cuisse gauche partiellement atrophiée. À 59 ans, ce général de cavalerie, mutilé et prématurément vieilli, avait payé une lourde rançon à sa vie passée sur les champs de bataille. Ancien camarade de chambrée de Bernadotte, le roi de Suède, qu'il tutoyait, il avait frôlé la mort à Marengo, et Napoléon l'appelait le martyr de la gloire. Fait prisonnier par les Russes à Waterloo, il est libéré mais ne peut regagner la France où il est condamné à mort. Il s'embarque finalement pour l'Amérique en 1817 avec son fils Narcisse et sa fille Antonia. Aux États-Unis, il rejoint l'Allemand et s'associe avec lui pour mener à bien cette expédition vers la terre promise des derniers fidèles de l'empereur. Après un voyage particulièrement périlleux, les voici sur une longue langue de sable qui s'étire sur plus de 80 km sur 5 à peine de largeur. C'est l'île de Galveston, située dans le golfe du Mexique, dont le moins que l'on peut se dire est qu'elle ne correspond guère aux attentes des passagers du Huntress. Et ils sont terriblement déçus. Au lieu d'une ville et des ressources qu'on nous avait annoncées pompeusement, nous ne trouvâmes là qu'un pays absolument désert, racontera l'un d'eux. Et c'est un bien singulier comité d'accueil qui les reçoit sur le rivage, des hommes à la mine patibulaire et armés jusqu'aux dents. Pourtant, celui qui s'avance et semble être leur chef est souriant et aimable. Il parle un excellent français. En fait, c'est un Français qui fait aujourd'hui encore figure de mythe, c'est Jean Lafitte, l'un des plus fameux pirates des Caraïbes. De rebelle à rebelle, Lafitte et ses hommes font bon accueil aux victimes des Bourbons qui saluent avec le cri révolutionnaire « Vive la liberté !» Puis, ils mettent un peu de nourriture et du matériel pour les aider à s'installer. Mais les nouveaux arrivants restent méfiants envers ces hors-la-loi trop accueillants et trop misérables pour être honnêtes, dont beaucoup, anciens esclaves, sont noirs ou mulâtres. Et Rigaud ordonne la construction d'un camp éloigné de plusieurs centaines de mètres du repère des flibustiers, dans l'idée d'éviter tout contact prolongé. Le campement, composé de quelques tentes, puis de cahutes de planches entourées d'un large fossé, destiné à se préserver des Karankawa, indiens cannibales particulièrement agressifs, selon Lafitte, se veut avant tout un campement militaire.
Et malgré les restrictions et les difficultés matérielles, très vite les soldats commencent à parader au son de 4 tambours et 4 tambours de la troupe, hissent le drapeau tricolore, présentent les armes et entonnent des chants populaires à la gloire de l'empereur. Toute inhospitalière qu'elle est, Galveston, cette île inculte, périodiquement noyée par le souffle dévastateur des ouragans et envahie par des moustiques et d'innombrables bêtes sauvages, comme des alligators venus des rivières et des serpents à sonnettes, peuplée d'Indiens cannibales et de pirates réputés sans foi ni loi, va devenir, pour les exilés, le plus paradisiaque des terres. C'est du moins ce que leur affirme Rigaud. Mais les exilés, en quête de grands espaces, restent dubitatifs, et le bruit du ressac leur rappelle constamment que Galveston est une île, comme Sainte-Hélène, et que cette île est une prison. Alors bientôt, le moral des colons s'affaisse, et l'union de façade des débuts vole en éclats. Le travail est harassant, mais il rabaisse aussi en ravalant les officiers, forcés de se livrer aux tâches les plus ingrates, au rang de simples bleusailles. Rude leçon, quand l'orgueil et la fierté sont plus que des traits de caractère chez la plupart de ces hommes, mais une façon d'être. Bientôt, des rixes se multiplient. Les passions mauvaises se déchaînent. La rage réprimée éclate. Confrontés à la cruauté latente de la situation, les hommes qui pensent que Charles l'Allemand les avait abandonnés deviennent de plus en plus incontrôlables, malgré la discipline de fer de Rigaud. C'est alors qu'au moment où on ne l'espérait plus, l'Allemand arrive à bord du brick New Enterprise en ce début du mois de mars 1818. Durant ces 7 semaines, il n'a pas perdu son temps. Il s'est procuré du matériel agricole, des armes, des chevaux, a recruté des hommes et rencontré des gens qui, pense-t-il, pourront lui être utiles, comme eux Pierre Lafitte, le frère de Jean, ou Amable Humbert, célèbre pour avoir été le seul général de la République à avoir remporté une victoire sur le sol anglais et qui était de tous les complots liés au Mexique, auquel Charles pensait déjà pour réaliser son grand dessein, libérer Napoléon et le conduire au champ d'Asile. Il a laissé son frère Henri à la Nouvelle-Orléans pour continuer pendant 3 mois à poursuivre des achats et envois de vivres comme de matériel, et à pousser l'oncle millionnaire Stephen Girard à s'engager financièrement. Aussitôt arrivé, Charles l'Allemand tente de ramener la sérénité et de rétablir l'ordre dans la petite colonie. Les vivres qu'il fait débarquer de son navire sont les bienvenus. Le contentement des estomacs fait oublier le mécontentement des cœurs. L'Allemand manie avec habileté la carotte et le bâton. Quelques jours seulement après son retour, il organise même une petite fête malgré le peu de moyens dont il dispose. Comme dans les armées napoléoniennes, on chante et on boit. Un nouveau souffle se lève. Les partisans de la persévérance sont récompensés dans leur foi. Les autres commencent à reprendre espoir. Mais l'équilibre retrouvé est précaire. L'Allemand le sait. L'action est le seul remède, et en 3 jours, avec vraisemblablement Lafitte, le départ de l'île est organisé. Il faut dorénavant traverser la baie, gagner le continent, remonter la Trinity River et s'installer dans le cœur du Texas, au bord de la rivière. Le départ a lieu en pleine nuit, le 10 mars 1818. Il y a là des esclaves noirs fournis par Lafitte et entraînés malgré eux dans l'aventure.
Il y a là quelques civils égarés. Il y a là Jeannet Houdin, le manchot, venu avec sa femme, son fils de 10 ans, son frère et son neveu. Il y a le général Rigaud, son fils et sa fille Antonia, qui ne veut pas le quitter. Il y a là 1 ou 2 autres femmes mariées et même 3 ou 4 enfants. Il y a surtout des vétérans, une bonne centaine, dont beaucoup de jeunes qui ont servi comme officiers. Parmi eux, certaines personnalités émergent. Le lieutenant Antoine Gildal, 33 ans, main estropiée, joue balafré. Antoine Hyacinthe Galland. Émile Pénière, 24 ans, fils d'un ancien député de la Convention, que son idolâtrie pour l'Allemand fait surnommer le Don Quichotte du champ d'asile. Pourtant, de la majorité d'entre eux, nous ne savons rien, si ce n'est leur nom, pour une cinquantaine. Beauvais, Fortier, Comès, Lacoste, Michel, Moeller, Hébert. Une seule certitude, ils étaient là, et c'est tout. Après bien des péripéties et des drames, les colons s'installent enfin. Le pays où nous sommes venus nous poser offre les plus belles espérances aux hommes actifs et industrieux, lance l'Allemand enthousiaste. À peine arrivés, les colons défrichent les terres, édifient des bâtiments faits de troncs d'arbres et disposés en demi-cercle autour de ce qui sera la maison de l'Allemand. Bientôt, la petite cité sortie de terre se dote d'une citadelle et de fortifications entourées de fossés et d'une palissade. Le champ d'asile est enfin posé. Cette dénomination, souligne l'Allemand, en nous rappelant nos revers, nous rappellera aussi la nécessité de fixer notre destinée, d'asseoir de nouveau nos pénates, en un mot, de nous créer une nouvelle patrie. Et dans sa tête, toujours le même rêve, celui de libérer le captif de Sainte-Hélène et de le porter à la tête du champ d'asile. L'Allemand est d'un optimisme contagieux et redonne la pêche à ces hommes épuisés et qui parfois doutent. Ce champ d'asile, dit-il dans un manifeste qu'il diffusera à Philadelphie, est une colonie pacifiste et indéfectiblement unie. Il sera l'œuvre de citoyens vertueux qui, adeptes de l'austérité frugale qui sied aux hommes dignes de ce nom, sont toujours prêts à braver les privations. L'idée du grand habite et hante Charles l'Allemand. Et rien, au cœur de cette forêt inhospitalière, et en dépit de la solitude qui les entoure, lui et ses hommes, rien qui puisse venir combattre ses illusions. Une question peut se poser alors. Napoléon était-il au courant de l'existence du champ d'asile? Il semble bien que oui. La surveillance dont il faisait l'objet à Sainte-Hélène rendait les échanges difficiles, mais il arrivait parfois que des lettres, des messages, voire de véritables plans d'évasion lui parviennent. Il savait que l'Allemand préparait quelque chose. À l'Amérique, de toute évidence, elle attirait, et je pense qu'en son fort intérieur, il regrettait de ne pas avoir écouté l'Allemand lorsque celui-ci le poussait à s'embarquer pour le Nouveau Monde en 1815. Il n'était encore qu'une puissance de 8 millions d'habitants, mais pour lui, les États-Unis avaient un brillant avenir devant eux. Et voyez, disait-il alors, comme aux États-Unis, sans force apparente, sans effort aucun, tout y prospère, combien on y est heureux et tranquille. C'est qu'en réalité, c'est la volonté,
ce sont les intérêts publics qui y gouvernent. Dès 1816, il avait déclaré à l'un de ses compagnons que s'il était à la place de son frère Joseph, il se ferait un grand empire de toutes les Amériques espagnoles. L'Amérique restait pour lui un rêve qui lui permettait peut-être de retrouver la force de survivre. Mais il était trop tard pour lui. Alors, à Sainte-Hélène, il annoncera de façon prophétique l'avenir des États-Unis d'Amérique, notamment la fameuse opposition Nord-Sud. Les États-Unis d'Amérique sont encore sous l'influence de l'intérêt commun de leur émancipation du sceptre de l'Angleterre. Leur existence comme grande nation est dans l'enfantement et leur constitution fédérale en retard de la marche. Avant 50 ans, l'esprit de conquête viendra au secours du gouvernement central et lui donnera, par le prestige de la gloire militaire, le moyen d'acquérir d'une manière permanente ainsi que la force de vaincre, et en détruisant le principe, les dissidences qui existent entre les États du Nord et ceux du Sud, ou bien le faisceau fédéral sera brisé par l'intérêt de localité et par des rivalités commerciales. En ce qui le concernait, à mesure que le temps passait, il devenait fataliste, ou plutôt réaliste, et tous les plans d'évasion lui semblaient à la fois utopiques et indignes de lui. Me voyez-vous déguisé en matelot ou en travailleur chinois descendu sur la grève par une longue corde et là me cacher dans un baril de bière pour être porté à fond de cale d'un navire à destination de Baltimore? Cette histoire de bateau sous-marin que l'on construit à la Jamaïque est bonne pour amuser les enfants, et les plans du général allemand sont aussi chimériques. On ne conquiert pas le Mexique avec 500 hommes. Par ailleurs, il était désormais de plus en plus convaincu qu'il ne quitterait jamais son île. A fortiori, Sainte-Hélène n'est pas l'île d'Elbe. En 1817, il commença à penser que de sa captivité et de sa mort à Sainte-Hélène dépendrait sa future légende, et qu'il fallait qu'il travaille désormais à la construire. Le martyr transfigurerait le conquérant, et l'avenir prouvera qu'il avait raison sur ce point. À la fin de l'année 1817, sa santé commence à se détériorer. 2 ans d'inaction, écrit son médecin O'Meara, un climat meurtrier, des appartements mal aérés, un traitement inouï, l'isolement, l'abandon, tout cela agissait de concert. Est-il surprenant que le désordre se soit mis dans les fonctions hépatiques? Le fidèle médecin irlandais est obligé de quitter Sainte-Hélène car il refuse, comme le lui demandait le gouverneur, d'espionner l'illustre prisonnier. Napoléon est accablé. Il estime que Hudson Lowe n'a pas le droit de lui enlever son médecin et de lui imposer un autre praticien. Pendant plusieurs mois, il restera sans soins autres que ceux appliqués par ses fidèles en suivant les prescriptions de O'Meara. Au cours de l'été 1818, Montholon écrit à Marie-Louise: L'empereur Napoléon se meurt dans les tourments de la plus affreuse et de la plus longue agonie, seul, sans amis, sans parents, sans nouvelles de sa femme, de son fils, sans aucune consolation. Il supplie Marie-Louise d'intervenir. Elle ne répondra même pas. Pendant ce temps-là, au champ d'asile, les aventuriers du Texas sont confrontés à tous les fléaux. La faim, la maladie, les pirates, les Indiens.
mais il y a pire encore. C'est une menace qu'ils ignorent et qui plane sur leur tête. La puissance combinée des États qui s'intéressent de près ou de loin à eux et qui vont décider de leur sort. L'Espagne, les États-Unis, et dans une moindre mesure la France et les Bourbons, jouent en coulisses le rôle de divinité invisible et souveraine. Les acteurs de cette autre scène ne sont ni soldats, ni indiens, ni pirates, mais ils sont encore bien plus dangereux, car ils appartiennent aux plus hautes sphères de la société. Ils sont consuls, ambassadeurs, ministres, rois, présidents des États-Unis, et sont de plus en plus habités par la hantise du complot. Depuis l'arrivée des réfugiés bonapartistes sur le sol américain, les cafés et les salons de la côte Est et de la Louisiane bruissent de murmures. Nostalgiques de Napoléon, comploteurs européens, insurgés mexicains ou sud-américains nouent des liens étroits, dit-on, et un homme est particulièrement désigné du doigt, celui qui incarne le champ d'asile, Charles Lallemand. Dès le mois d'août 1817, Jean-Guillaume Hyde de Neuville, l'ambassadeur de France à Washington, se pose des questions à son sujet. Ses agents ont intercepté des lettres, ont intercepté des listes, des tableaux destinés au comte de Surilier, alias Joseph Bonaparte. Ces documents sont signés d'un certain Joseph Lacanal, dont l'histoire a retenu le nom en tant que savant et fondateur du Muséum d'histoire naturelle du Jardin des Plantes. Mais Lacanal est d'abord, pour le représentant des Bourbons aux États-Unis, ardent légitimiste, l'un des 387 députés qui, le 15 janvier 1793, vota la peine de mort sans condition pour Louis XVI. Exilé en Amérique depuis 1816, l'ex-député de la Convention s'érige en porte-parole de ce qu'il appelle la Confédération napoléonienne, pour soumettre à Joseph un plan gigantesque. L'invasion du Mexique, avec une armée de 900 hommes, qui se fait fort, contre les subsides du même Joseph, de rassembler à l'ouest des États-Unis. Cela aurait pu passer pour une blague, ou le fruit des élucubrations d'un esprit trop porté vers l'abstraction, mais l'affaire fut prise au sérieux, et aussitôt le nom de l'Allemand fut prononcé. En novembre, le voici dans les bâtiments du State Department, non loin de la Maison-Blanche, devant John Quincy Adams, qui sera dans quelques années le 6e président des États-Unis. Adams ne va pas par 4 chemins. Il accuse l'Allemand de faire partie du complot avec le champ d'asile, de se procurer secrètement des armes et de recruter des hommes. Avec force geste d'indignation, l'Allemand affirme que s'il a une certaine sympathie pour les insurgés mexicains, c'est vrai, il n'a aucun projet de nature à inquiéter les Américains et qui n'a rien à voir avec la Canale. Adams n'est toutefois pas dupe et ne croit pas à la bonne foi de l'Allemand. Il en est persuadé. Le général français doit préparer quelque chose. Les diplomates français, de leur côté, en sont persuadés également. Tout, en un mot, semble faire regarder une attaque contre le Mexique comme le but véritable du projet ourdi par les frères Lallemand, écrit le consul de la Nouvelle-Orléans dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères à Paris. Incontestablement, des liens existent entre la guerre civile mexicaine et le champ d'asile. Et l'Allemand veut créer une base militaire au champ d'asile et marcher avec ses hommes sur San Antonio de Bexar, lieu de résidence du gouverneur du Texas,
avant de s'enfoncer en territoire mexicain et de faire la jonction avec les autres forces rebelles pour conquérir la totalité du pays. En d'autres termes, l'Allemand entendait bien déclarer la guerre à l'Espagne. Entreprise périlleuse. Mais Napoléon ne disait-il pas, en parlant de l'Allemand, qu'il y a peu d'hommes plus en état que lui de diriger une entreprise périlleuse? Et l'Allemand n'entendait pas en rester là. Peut-être, monseigneur, s'agit-il à la fois de Sainte-Hélène et du Mexique, écrit le consul au ministre français des Affaires étrangères. Et si, en effet, l'ombre de l'empereur se profilait derrière le champ d'asile? Et si, par-delà le Mexique, le but de l'Allemand était la libération de Napoléon? Tout cela pouvait paraître incroyable et impossible à réaliser. Et pourtant, un commando bien décidé pouvait fort bien partir d'Amérique, et surtout du Brésil, que seuls 3000 kilomètres de mer séparaient de Sainte-Hélène. De nombreux vétérans de l'Empire s'étaient engagés au service des chefs révolutionnaires et étaient prêts à donner tout pour sauver leur ancien maître, le seul homme qui était capable d'unifier la rébellion. Il murmurait également que l'empereur lui-même, depuis Sainte-Hélène, n'était pas insensible à l'idée de se tailler un empire américain qui pourrait être le point de départ de la reconquête en Europe, la reconquista en espagnol. Voilà de quoi faire trembler les autorités anglaises, espagnoles et évidemment françaises, échaudées par le précédent de l'île d'Elbe et convaincues qu'avec l'ogre corse, rien n'est impossible. Le très royaliste Hyde de Neuville, alias Hyde Neuville, l'ambassadeur de France à Washington, redoute de plus en plus un coup de force sur Sainte-Hélène et fait part de ses inquiétudes à son ami Chateaubriand. L'Allemand, de son côté, de retour de Washington, répond aux colons qui le pressent de plus en plus de questions sur le but de leur entreprise et lance alors « Qui sait, nous serons peut-être utiles à l'illustre captif. » Désormais, dans sa tête, attaquer le Mexique devient de plus en plus un objectif à court terme. Ce serait d'abord pour lui l'occasion de se constituer un trésor de guerre, tout en servant la cause des insurgés républicains. Des témoignages rapportent qu'il songeait à un raid sur le port de Veracruz, ainsi qu'à une attaque contre les mines du Mexique. À qui voulait libérer Napoléon, disait-il au champ d'asile, il fallait une pluie d'or pour faire tomber les murs de sa prison. Désormais, le doute n'était plus permis. Et l'Allemand le répétait de plus en plus. Le champ d'asile avait bien été conçu pour être, non le refuge de pauvres émigrés inconnus, mais celui du plus grand des proscrits, peut-être même du futur empereur du Mexique. Mais ce qu'ignore l'Allemand, c'est que Napoléon n'est plus celui qu'ils ont connu. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Au mois de mars 1819, sa santé se détériore un peu plus encore. Law finit alors par accepter la présence d'un médecin venu d'Europe. Le maréchal Bertrand écrit aussitôt au cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon, qui vit à Rome auprès de Madame Mère, Laetitia, afin qu'il se mette à la recherche d'un médecin français d'une réputation faite, mais aussi d'un prêtre. Dans cette lettre datée du 22 mars, il écrit « Nous avons senti, et nous sentons toujours, tous les jours, le besoin d'un ministre de notre religion.
vous êtes notre évêque. Nous désirons que vous nous en envoyiez un, français ou italien. Veuillez dans ce cas faire choix d'un homme instruit, ayant moins de 40 ans, et surtout d'un caractère doux, et qui ne soit pas entêté des principes anti-gallicans. Curieusement, Madame Mère et Fesch arrêtent leur choix sur un abbé corse, le Kagoshim Buonavita, prêt assurément à descendre rapidement au tombeau, et un pauvre prêtre, Vignali, d'une ignorance effarante, une sorte de pâtre. Et les autres membres de la famille poussent des cris. Pourquoi envoyer à Sainte-Hélène ces deux malheureux qui ne seront d'aucun secours, ainsi que comme médecin cet Antomarchi, qui n'était en fait qu'un simple préparateur de dissection à l'amphithéâtre de Florence? Eh bien, tout simplement parce que Madame Mère et le cardinal Fesch sont persuadés que Napoléon a quitté sa prison. Ils en sont convaincus, à cause des affirmations d'une voyante autrichienne qui prétend voir quotidiennement la Madone. Par ailleurs, ils sont persuadés que les exilés du champ d'asile sont parvenus à libérer l'empereur et qu'il est désormais en sécurité en Amérique où il prépare sa reconquête. Mais il ne faut surtout pas que ces nouvelles s'ébruitent, et il est nécessaire de faire comme si Napoléon était toujours captif sur son rocher. On croit rêver. En lisant notamment cette lettre du 31 juillet 1819 et adressée par le cardinal à Lascaz. D'après toutes nos lettres, vous avez dû comprendre l'assurance que nous avons de la délivrance et des époques de la manifestation, quoique les gazettes et les Anglais veulent toujours insinuer qu'il est toujours à Sainte-Hélène. Nous avons lieu de croire qu'il n'y est plus, et bien que nous ne sachions pas le lieu précis où il se trouve, ni le temps où il se rendra visible, nous avons des preuves suffisantes pour persister dans nos croyances et pour espérer même que, dans peu de temps, nous l'apprendrons d'une manière humainement certaine. Et il ajoute, et il n'y a pas de doute que le geôlier de Sainte-Hélène oblige le comte Bertrand à nous écrire comme si Napoléon était encore dans ses fers. J'ouvre toutefois une parenthèse afin de vous signaler que, pour un certain nombre d'historiens, si la mère et l'oncle de Napoléon avaient envoyé à Sainte-Hélène ces deux pauvres prêtres et ce médecin qui n'en était pas un, c'est parce qu'ils étaient persuadés que l'empereur était déjà mort sur son rocher et qu'on le cachait sciemment au monde. Selon ces mêmes historiens, c'est sa dépouille que le cardinal évoquait en filigrane dans sa lettre citée précédemment. Quoi qu'il en soit, Napoléon était encore bien vivant et toujours prisonnier. Mais il ignorait bien évidemment tout cela, et il est profondément attristé de ne recevoir aucun secours réel après 4 années de captivité. Il se sent totalement abandonné par les siens, et refuse par ailleurs de se faire soigner par cet âne batté d'Antomarchi, qui d'ailleurs affirmera longtemps que le prisonnier de Sainte-Hélène n'est atteint que par une maladie politique. En 1821, quelques semaines avant sa mort, il songe à nouveau à l'Amérique et déclare en soupirant « Ah, je serai très bien en Amérique. » Mais en Amérique, tout va mal, et même très mal pour le champ d'asile. En dépit des discours, des envolées lyriques, des encouragements de l'Allemand et de Rigaud, le cœur n'y est plus. Les projets n'aboutissent pas.
les renforts promis, les annonces d'attaque, les espoirs d'enrichissement, les expéditions vers le Mexique, vers Sainte-Hélène, tout cela n'est plus qu'illusion. L'argent manque de plus en plus, et même la nourriture. Alors, la paranoïa s'installe. Les traîtres, aux yeux de l'Allemand, sont partout. Le général montre un nouveau visage. Il se met à rudoyer et à malmener le général Rigaud, le seul qui pouvait encore lui disputer son rang. Il devient despotique, mégalomane. Il savoure, terrible et pitoyable jouissance, le pouvoir qu'il exerce avec rigueur sur ce tas de misérables réduits à sa merci. En fait, il est désemparé, se sent de plus en plus seul, constate que tout s'écroule lentement autour de lui. Tous ses rêves s'évanouissent. La colonie s'enlise. Les nouvelles du Mexique sont mauvaises. Les chefs de la rébellion sont divisés. Napoléon est mieux gardé que jamais. Les subsides espérés de Joseph et de Stéphane Girard ne viennent pas et ne viendront jamais. Oui, tout s'écroule. Tout s'écroule lamentablement. Et en juillet 1818, le champ d'asile est évacué, menacé par un détachement espagnol. C'est la fuite désordonnée, pour ne pas dire la débâcle. Le champ d'asile. Le champ d'asile, ce fut un beau rêve. Celui d'un homme, Charles l'Allemand, qui voulait créer une société bâtie sur le triple fondement de la loi, de la vertu et du retour à la nature, et placer à sa tête l'homme qu'il admirait le plus au monde, Napoléon. Napoléon qui n'ira jamais en Amérique et qui s'éteindra lentement et dans d'atroces souffrances le 5 mai 1821 à 7h49. Au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rend à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine, écrira Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe. Il avait 52 ans. L'onde de choc mit presque 6 mois à se propager jusqu'en Louisiane. Les exilés bonapartistes ainsi qu'une grande partie de la communauté française prirent aussitôt le deuil. On décida d'organiser une cérémonie funèbre le 19 décembre en la cathédrale de Saint-Louis, au son d'une mauvaise cantate composée pour l'occasion. Au premier rang des assistants, les vétérans de marque alors présents en Louisiane, revêtus de leurs vieux uniformes râpés et ceints de leurs armes. On aperçoit notamment le général Lefebvre des Nouettes, revenu sans gloire de la colonie de la vigne et de l'olivier, et le général Humbert, de retour à la Nouvelle-Orléans après l'aventure avortée du Mexique. Entre les deux, le général Charles l'Allemand, effondré par cette accumulation de défaites et ce malheur irréparable, mais digne et le visage impénétrable. C'est la fin d'une époque pour lui. L'anéantissement de sa jeunesse, mais aussi, peut-être, la fin de ses ennuis d'argent. Car, il l'ignore encore, Napoléon l'a couché dans son testament. Il lui lègue la somme de 100 000 francs, comme à quelques autres généraux, dont Rigaud. Au soir de sa vie, l'empereur n'avait pas oublié ses fidèles.
Il sait ce qu'ont risqué l'Allemand et Rigaud lorsqu'en 1815 ils ont tenté de soulever des garnisons en sa faveur. Il sait que leur dévouement les a fait condamner à mort en 1816. Une récompense outre-tombe n'était que trop méritée. Mais Rigaud n'était plus là pour en profiter. 8 mois plus tôt, de retour du champ d'asile, brisé et malade, le vieux républicain s'était abaissé devant François Guillemin, le consul de la Nouvelle-Orléans, à implorer la grâce de Louis XVIII et à solliciter son retour en France pour y mourir. Il ne l'obtint pas et réduit à la misère, malgré quelques maigres subsides que lui fait parvenir Hyde de Neuville, il se réfugia avec ses enfants chez un prêtre qui les recueillit par charité et partit pour un monde meilleur. Ce 19 décembre, dans la cathédrale glacée, malgré la foule agglutinée, l'Allemand se veut digne et dissimule son émotion devant l'affreux cénotaphe en forme de monticule recouvert d'un bric-à-brac d'objets divers évoquant l'empereur. Les 10 années qui suivirent seront pour lui celles d'une interminable fuite en avant, faite de méandres, de détours et de faux raccourcis. Il voyage entre l'Amérique et l'Europe, est accueilli par Bertrand et Montholon à Paris, récupère sans doute au moins une partie du legs que lui a fait Napoléon, connaît des hauts après la Révolution de 1830 où il est réintégré dans l'armée et reçoit même le cordon de grand officier de la Légion d'honneur, mais surtout des bas. Et le 9 mars 1839, celui que Guillemin appelait le Bonaparte du Nouveau Monde meurt locataire d'un simple 2 pièces situé au numéro 2 de la rue Pigalle, entouré d'un bric-à-brac hétéroclite de reliques du temps glorieux de l'Empire. Curieusement, il ne laissa presque aucune note, aucun récit sur sa vie et ses campagnes militaires, et encore moins sur le champ d'asile. Ce qui aurait sans doute contrarié Napoléon, lui qui écrivait en 1808 « Il ne faut point passer sur cette terre sans laisser des traces qui recommandent notre mémoire à la postérité. » Je vous remercie.